Jurassic Park. Je me rappelle très bien de l'engouement du film à sa sortie. Steven Spielberg, à l'époque le champion poids lourd du box-office, était un peu attendu au tournant après Hook, qui pour beaucoup avait représenté un accro dans une carrière non parfaite, mais tout de même très impressionnante depuis les années 70. Alors, à apprendre qu'il était en train de réaliser un film avec des dinosaures, cela avait de quoi attiser la curiosité. Et puis, le choc. Le film, au-delà de ses qualités cinématographiques intrinsèques, allait arriver sur nos écrans avec un atout exceptionnel, des dinosaures visuellement très réalistes grâce non seulement à d'excellentes animatroniques grandeur nature créées par le grand Stan Winston, mais aussi particulièrement grâce à l'avancée des images de synthèse de la société d'effets spéciaux ILM, qui n'avait cessé de faire grandement progresser cette technique de création d'images par ordinateur depuis des années, nous donnant vraiment l'illusion de voir ces créatures d'un lointain passé reprendre vie sous nos yeux ébahis. Résultat, le film fut non seulement un énorme succès, permettant à Steven Spielberg de retrouver les sommets du box-office, mais plus encore, il marqua la culture populaire de son empreinte, et pas seulement parce qu'il était un film efficace, mais parce qu'il sut aussi jouer avec un sous-texte intéressant servant des thèmes finalement assez complexes, sans parler de la manière dont il raviva la passion envers ses chers disparus, enfin presque, que sont les dinosaures. Bien sûr, Jurassic Park, on peut tout à fait le voir comme un simple film de monstres, avec, comme souvent dans ce genre de film, des expériences, disons, tournant mal, nous permettant d'avoir notre dose de créatures en tout genre se déchaînant pour notre plus grand plaisir, et il n'y a après tout aucun mal à se contenter de voir le film ainsi. Mais, vous vous en doutez bien, le film va bien au-delà de ça. Et pour bien comprendre cela, il faut bien sûr revenir au livre de Michael Crichton, car oui, effectivement, Jurassic Park est d'abord un livre. Un excellent livre d'ailleurs, et lorsque Michael Crichton écrivit son ouvrage, il a fait ça bien. Il ne s'est pas contenté d'écrire un récit bien ficelé pour emballer une ou deux idées sympathiques. Non, Jurassic Park, c'est un livre concept où toute l'histoire de ce parc, cette expérience, pour ainsi dire destinée à ne pas fonctionner, pas comme attendu en tous les cas, est intégrée à tous les niveaux du récit. Et en auteur rigoureux, il a tenu à ce que son livre soit pertinent au niveau scientifique, aussi bien sur la forme que sur le fond, souhaitant, entre autres, être au plus près des découvertes paléontologiques et évolutionnistes de l'époque. Mais pas que. Et pour traiter tout cela, parce que ça va être un beau parcours entre véritable science et fiction de qualité, je me suis dit qu'un coup de main ne serait pas de trop. C'est pourquoi j'ai proposé à Alexis, de la chaîne tout simplement nommée Alexis Dacosta, de participer à ma vidéo. Alors forcément, je n'ai pas demandé au premier youtubeur qui passait de venir participer. Il se trouve qu'Alexis a une chaîne dédiée, entre autres, aux dinosaures. Et pour ceux qui connaissent la chaîne Cédric Jurassic, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de le découvrir lors d'une collab qu'ils ont faite ensemble. Bien sûr, je remercie grandement Alexis qui a accepté ma proposition de collaboration pour cette vidéo. Merci beaucoup et bonjour à tous, c'est un plaisir d'être sur ta chaîne aujourd'hui et je vais faire de mon mieux pour t'aider. Je n'en doute pas, grâce à toi je suis persuadé que la vidéo va être très riche. Et maintenant qu'on est au clair sur la manière dont on va procéder, et avant d'aller plus loin dans l'analyse du film, parlons un peu de la naissance du projet. Donc, Jurassic Park a été écrit par Michael Crichton, qui nous a depuis quittés en 2008, et qui fut tout à la fois écrivain, scénariste, producteur et réalisateur. Et oui, on peut dire qu'il a eu une vie bien remplie, et en plus de cela, il avait du talent. Et en fait, ça serait trop long d'exposer tout ce qu'il a fait ici. Mais donc, en 1990, il sortit un roman sur lequel il travaillait depuis pas mal d'années, le susnommé Jurassic Park, et non, il n'y a aucun jeu de mots. L'histoire veut qu'assez rapidement, Spielberg fut intéressé à l'idée d'adapter ce roman. Alors forcément, quand un réalisateur de l'envergure de Steven Spielberg, qui depuis Les Dents de la Mer était le réalisateur à succès d'Hollywood, s'intéresse à un roman avec des dinosaures, avec tout le potentiel que cela offre, il n'en fallut pas plus pour qu'Universal sentît la bonne affaire et décide de miser sur son poulain aux œufs d'or, sa poule aux œufs d'or, enfin oui bon, vous voyez. Alors niveau adaptation, ça a été un sacré boulot, le roman est long et complexe, et il fallut forcément tailler à la serpe dedans. Mais on revient sur cela après le résumé, donc un peu de patience. Pour le film, Spielberg s'entoura d'une excellente équipe. Si le scénario fut d'abord travaillé par Michael Crichton lui-même, David Cobb prit la relève pour la version finale. Pour les effets spéciaux, c'est le célèbre Stan Winston, responsable des effets mécaniques sur les deux Terminator et Alien le Retour, qui s'occupera des dinosaures sur plateau, tandis que ILM, la société de George Lucas, s'occupera des autres effets visuels. Notons que les dinosaures hors plateau devaient être faits en Go Motion, la technique d'animation image par image qu'avait amélioré ILM, mais que finalement, au vu des progrès de la société d'effets spéciaux en matière d'images de synthèse, il fut décidé de passer à ce procédé, le tout sous la direction de Dennis Muren. Comme d'habitude, Spielberg fera composer la musique de son film par le brillantissime John Williams, et il faut savoir que Steven Spielberg, qui juste après la fin du tournage de Jurassic Park dut enchaîner avec le tournage de la liste de Schindler, confia la post-production du film à son ami George Lucas. Concernant les acteurs, on retrouve parmi les noms connus Sam Neill, Laura Dern, Richard Attenborough et mon chouchou, le brillantissime Jeff La Mouche Goldblum, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur le film culte de David Cronenberg, La Mouche.
Et c'est donc avec tout ce beau monde et pas mal d'autres acteurs que sorti en 1993 sur les écrans du monde entier un film qui allait laisser une petite trace dans l'histoire du cinéma et que je vais maintenant vous résumer. Et pour ceux qui ont bien le film en tête, ou que ça n'intéresse pas, rendez-vous à 13 minutes, 6 secondes. Et bien sûr, à ce stade de la vidéo, je vais spoiler à mort, aussi bien le film que le livre, vous aurez donc été prévenus. La nuit aux abords de la jungle, des ouvriers s'activent à déplacer un caisson massif vers une structure. Soudain, l'un d'eux est attrapé par une créature tout juste entreaperçue. Malgré tous les efforts des personnes présentes, il est tapé à l'intérieur du caisson. Son cri d'agonie résonne dans la nuit. En République dominicaine, un homme au costume portant un attaché-caisse se rend dans un site d'excavation. On le guide alors à l'intérieur d'une mine où on lui montre un moustique contenu dans de l'ambre récemment mis au jour. Ailleurs, sur un site de fouilles aux USA dirigé par le paléontologue Alan Grant, assisté de la paléobotaniste Ellie Slater, l'on vient de découvrir ce qui semble être un fossile de Vélociraptor, permettant à Alan Grant d'expliquer à un enfant présent, avec disons peu de finesse, le lien entre les dinosaures et les oiseaux. Un hélicoptère surgit alors, et retournant à leur caravane, Alan et Ellie y découvrent l'excentrique milliardaire John Hammond, qui demande leur expertise pour valider un projet, les invitant à le suivre sur l'île d'Isla Nublar. D'abord réticents, Alan et Ellie acceptent après que John Hammond ait promis de financer leur recherche. J'avoue, ça m'aurait motivé aussi. Au Costa Rica, aux abords d'une plage, un homme portant un grand sac rejoint un autre homme affairé à se restaurer. L'homme à la valise, Lewis Dodson, fournit une fausse bombe aérosol à Dennis Nedry contenant un compartiment réfrigéré destiné à contenir des extraits d'ADN. 1,5 million de dollars est négocié contre les échantillons. Dennis Nedry récupère la bombe et dit qu'il n'y a aucun problème, qu'il n'aura qu'à couper la sécurité du parc pendant 18 minutes pour pouvoir dérober tranquillement les échantillons. À bord de l'hélicoptère les amenant sur l'île, Ellie et Alan, accompagnés de John Hammond, font la connaissance de Gennaro, avocat, et du mathématicien un peu excentrique, Ian Malcolm, spécialiste de la théorie du chaos. Arrivés sur l'île, ils partent tous en jeep à travers la jungle. L'avocat et John Hammond échangent sur le besoin des investisseurs d'être rassurés sur la viabilité du parc, d'où la présence de divers experts. Durant leur trajet, Ellie est étonnée de trouver une variété de fougères qui ne devrait plus exister à notre époque. Ce qui n'est rien face à ce qu'ils vont découvrir juste après, un brachiosaure, broutant paisiblement, avant de se rendre compte que d'autres dinosaures sont visibles au loin. Tandis qu'Alan se remet difficilement de la forte émotion générée par ce qu'il vient de découvrir, John Hammond leur déclare « Bienvenue à Jurassic Park ». Remis de leurs émotions, ils se rendent au centre des visiteurs du parc où ils découvrent les petits-enfants de John Hammond, Lex et Tim, au grand désarroi d'Alan Grant se sentant très mal à l'aise avec les enfants. John Hammond les fait alors faire la visite destinée aux futurs visiteurs du parc, passant alors par une attraction interactive où durant une séquence animée ils apprennent que de l'ADN de dinosaures a pu être récupéré dans des moustiques emprisonnés depuis des millions d'années dans de l'ambre, et que se servant d'ADN de grenouilles afin de combler les trous, ils ont ainsi pu cloner des dinosaures. Fascinés, les trois scientifiques quittent le parcours normal de l'attraction et se rendent dans le laboratoire où ils font la connaissance du Dr Henry Wu, responsable de l'équipe recréant les dinosaures. Le Dr Wu leur explique que pour contrôler la reproduction, tous les dinosaures créés sont des femelles et qu'ils ont tous été conçus avec la capacité de produire de la lysine, élément indispensable à leur survie qu'ils doivent donc consommer régulièrement. Pour Ian Malcolm, toutes ces précautions sont des leurs, car en tant que spécialiste du chaos, il a conscience que tout ne peut être contrôlé et exprime cela par la phrase « La vie trouve toujours un chemin ». Ils assistent alors à l'éclosion d'un vélociraptor, qui se révèle être une espèce très intelligente, et apprennent ensuite, à leur grande stupéfaction, qu'un tyrannosaure a même été créé. Oui, alors ceux qui à ce stade se disent forcément ça va finir mal, oui, bon, c'est pas faux quand on y pense. Ils sont ensuite emmenés à l'enclos des vélociraptors, où ils font la connaissance du garde-chasse Robert Muldoon. Celui-ci les mettant alors en garde contre la dangerosité extrême de ces dinosaures, capables d'établir des stratégies de groupe. Plus tard, tout le monde se trouve réuni autour d'un repas durant lequel Ian Malcolm, exaspérant John Hammond, continue de montrer ses réticences concernant le parc, expliquant à John Hammond que ces scientifiques étaient si préoccupés par ce qu'ils pouvaient faire ou non, qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit. John Hammond propose aux invités de faire la visite du parc, et ils s'installent alors dans des véhicules guidés sur des rails. Durant le trajet, Ian Malcolm, à travers une petite expérience démontrant qu'on ne peut prédire la trajectoire d'une goutte d'eau sur la main d'Ellie, essaie ainsi de lui expliquer, de manière très vulgarisée bien sûr, en quoi consiste la théorie du chaos. Bon, il se la pète aussi pour lui faire un peu de gringue, mais l'un n'empêche pas l'autre. Au-delà de ces échanges sympathiques entre les protagonistes, on ne peut pas dire que la visite se passe comme prévu, car hormis un tricératops malade auprès duquel Ellie décide de rester, aucun dinosaure n'est visible. Amenant Malcolm à demander s'il y a des dinosaures dans ce parc à dinosaures. Oui, je sais, j'imite super bien Ian Malcolm. La loi de Murphy, comme dans la plupart des histoires ayant décidé de fonctionner à plein, une tempête tropicale est annoncée alors que de son côté, Dennis Nedry, occupé à gérer tout l'informatique du parc, prend un prétexte de maintenance pour shutdowner tout le système électrique afin de pouvoir effectuer tranquillement le vol des échantillons d'ADN et quitter l'île dans la foulée, rendant ainsi inefficients les clôtures électriques censées protéger les visiteurs des dinosaures dangereux. Alors que, forcément, sinon ça ne serait pas drôle, les voitures sont stoppées au niveau de l'enclos du Tyrannosaurus Rex.
La nuit est tombée alors que la tempête commence à frapper l'île. Et tandis que Tim et Alex sont avec Gennaro dans la voiture de tête, le T-Rex décide de faire son apparition, nous démontrant ainsi qu'il a le sens de l'effet dramatique. Gennaro, terrorisé, s'enfuit de la voiture et va se réfugier dans des toilettes un peu plus loin. Et après avoir détruit la clôture, le T-Rex, pas Gennaro, il attaque la première voiture, les enfants complètement terrorisés à l'intérieur de celle-ci. Alan, dans l'autre voiture avec Ian Malcolm, sort muni d'une torche de détresse et la lance au loin pour attirer le T-Rex qui, selon lui, est un animal dont la vision est basée sur le mouvement. Cela fonctionne, lui permettant de rejoindre les enfants tandis que Ian Malcolm, héroïque à son tour, décide lui aussi d'attirer le T-Rex avec une torche, courant à l'opposé de la voiture avec les enfants, mais il est rattrapé par le T-Rex qui le blesse avant de finalement dévorer Gennaro. Loin d'être rassasié, c'est vrai qu'il n'était pas très charnu, Gennaro. Le T-Rex revient vers la première voiture où Alan tente de faire rester calme Alex qui est assez logiquement terrorisé à l'idée de se faire dévorer par un carnivore de 6 mètres de haut. Finalement, ils échappent de justesse au terrifiant dinosaure en s'échappant par une pente au bord de l'enclos, avant que la voiture contenant toujours Tim ne les suive, heureusement ralenti par un arbre, permettant à Alan de récupérer l'enfant quelque peu traumatisé. On ne peut que comprendre. De son côté, Dennis Nedry, s'enfuyant à travers l'île alors que la tempête bat son plein, se perd complètement, s'embourbe, et alors qu'il essaye de dégager la voiture, se trouve attaqué par un dilophosaure sans aucun espoir de s'en sortir. Comme on dit, le crime ne paie pas, enfin pas toujours. Alors que la tempête se calme, le garde-chasse et Ellie se rendent auprès de l'enclos du T-Rex où ils découvrent Malcolm blessé, tandis qu'Alan et les enfants semblent avoir disparu. Tout ce petit monde fuit alors rapidement devant le T-Rex toujours fringant qui décide de les prendre en chasse. Alan Grant, devenu le chaperon des deux enfants, parcourt avec eux une partie du parc, faisant la rencontre de gentils brachiosaures, assistant également à la chasse d'un troupeau de Gallimimus par le T-Rex, découvrant les joies de la vie en liberté. Durant leur périple, ils finissent à leur grande surprise par tomber sur des œufs de dinosaures éclos. Alan Grant conclut alors que l'ADN de grenouille, animal capable de changer de sexe en cours de vie, utilisé pour combler les trous de l'ADN de dinosaures, leur a donné la même capacité. Confirmant ainsi la prédiction de Malcolm, la vie trouve toujours un chemin. Au centre de contrôle, il est décidé de tenter de rétablir les systèmes, mais il faut pour cela se rendre dans un local situé en dehors du centre des visiteurs. Et vous imaginez bien le risque que cela représente car les dinosaures, dont les vélociraptors situés à proximité, ont pu se libérer de leur enclos. Et effectivement, bien que réussissant à réarmer le système électrique, Ellie doit faire face aux terribles vélociraptors, leur échappant de justesse, au contraire du garde-chasse tué grâce à une attaque coordonnée de ces malignes créatures. Finalement, enfin pourrait-on dire, Alan et les enfants atteignent le centre des visiteurs, mais sont également pris en chasse par les vélociraptors. Alan et Ellie se retrouvent avec les enfants dans le centre de contrôle informatique où Lex, apparemment la seule avec un peu de connaissances en informatique, remet en fonction les systèmes de sécurité. Mais les raptors ne sont pas en reste et réussissent à relancer leur poursuite envers leur proie, s'engage alors un jeu de cache-cache éprouvant où les deux enfants ne s'en sortent que de justesse avant d'être finalement acculés avec Ellie et Alan, lorsque soudainement surgit le T-Rex, s'engage alors une lutte entre l'immense prédateur et ses petits mais hargneux adversaires, laissant à nos chers protagonistes la possibilité de fuir. Dominant les raptors, le T-Rex rugit puissamment tandis que tombe une immense banderole où est écrit « Quand les dinosaures régnaient sur la Terre ». Je vous ai dit qu'il avait le sens de la mise en scène. Au dehors, John Hammond conduisant une Jeep où se tient également Malcolm récupère tout le monde et fuit vers l'héliport. Hammond accepte que le parc soit un échec et le groupe quitte l'île à bord d'un hélicoptère laissant derrière eux le chaos et les dinosaures désormais livrés à eux-mêmes. Le film se termine alors qu'Alan Grant observe au loin des albatros volant au-dessus de l'océan. Bon, déjà, avec le résumé, pourtant assez condensé, on peut se rendre compte que beaucoup de sujets sont abordés dans le film. Théorie de l'évolution, théorie du chaos, lien des oiseaux avec les dinosaures, génétique, clonage. Le récit n'est simple que dans ses grandes lignes. Aussitôt qu'on entre dans les détails, on se retrouve rapidement confronté à des tas de thèmes, même si bien sûr certains de ces thèmes sont plus importants que d'autres. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse du film, je vais parler un peu du roman. Dans les grandes lignes, c'est la même histoire, mais on l'a disons résumée, condensée, amoindrie en quelque sorte. Forcément, le roman peut se permettre de s'attarder plus sur chaque thème qu'il développe. Avec un livre, si on désire dédier un chapitre uniquement pour parler, par exemple, de la théorie du chaos, ça passe. Dans un film, l'équivalent pourrait très vite paraître ennuyeux, sans parler que quand on adapte un livre de 500 pages en 2 heures, forcément il y a des coupes à faire. Et concernant le travail d'adaptation, on peut citer Michael Crichton lui-même. C'est un livre indéniablement long, et le scénario ne peut garder qu'entre 10 et 20% de son contenu environ. Alors ce que vous essayez de faire en réalité, c'est de créer une sorte de nouvelle qui reproduit la qualité du roman, préserve l'ensemble de ses scènes marquantes, et de conserver le déroulement logique découlant d'un développement beaucoup plus long. Alors, 10 à 20%, c'est un peu abusé, car malgré tout, quand on compare le livre et le film, jusqu'à la partie finale dans le centre des visiteurs, c'est globalement la même chose. On a principalement abrégé, simplifié ou rendu cinématographique certains passages, mais on retrouve quand même nombre de passages proches. Et si on parle du fond, j'aurais tendance à dire qu'on a conservé bien plus, mais j'y arrive. Dans les passages qui ont été retirés, on peut remarquer que certains ont été repris dans les suites, comme par exemple l'attaque de la petite fille sur l'île par des Compsognathus, qui ouvre le roman, mais qui dans ce film disparaît totalement alors qu'il devient l'ouverture du deuxième film. C'est assez courant de voir cela dans des adaptations, on peut appeler cela du recyclage d'une certaine manière. La principale différence qu'il est important de souligner, entre le roman et le film, c'est la fin. Disons que jusqu'à l'arrivée de Grant et des enfants dans le centre des visiteurs, c'est grosso modo la même chose. Mais dans le livre, pas de T-Rex pour sauver tout le monde à la fin.
Et lorsque la sécurité a été rétablie, on est encore loin de la conclusion. Parmi les éléments en plus qu'on peut noter, il y a la tentative de faire revenir un bateau de ravitaillement dans lequel les dinosaures auraient embarqué, et il est aussi décidé d'essayer de trouver le nid des raptors pour le détruire. Et John Hammond meurt ensuite dévoré vivant par des Procopsonatus, avant que les survivants de tout ce périple ne soient récupérés par la garde nationale qui bombarde l'île. Oui, carrément. Quelques jours plus tard, alors qu'ils sont bloqués à San José, Grant apprend que Malcolm est décédé de ses blessures, et est informé que de grands lézards ont été observés à proximité de cultures de soja. Le soja étant riche en lysine, vous comprenez donc les conséquences. Et donc, malgré ces différences, les deux œuvres développent pour l'essentiel les mêmes thèmes, mais avec disons des conclusions différentes sur lesquelles je m'attarderai plus loin dans la vidéo. Alors, ce qu'on peut noter tout de suite concernant le récit, aussi bien dans sa version cinématographique que dans le roman, c'est qu'on est totalement dans la lignée de Frankenstein. Le récit se situe dans la catégorie expérience qui tourne mal. J'en parlais d'ailleurs déjà dans ma vidéo sur l'excellentissime La Mouche de David Cronenberg. Oui, je sais, ça fait 2 fois que j'en parle, mais franchement, elle est bien, allez la voir. Et surtout, regardez ce film si vous ne l'avez pas vu, bon sang. Enfin bon, donc, tout un pan des récits de science-fiction entre dans cette catégorie. L'un des leitmotifs de cette catégorie est de prendre conscience qu'il ne suffit pas de pouvoir faire quelque chose pour le faire. Il faut penser aux conséquences, et prendre conscience qu'il est difficile, peut-être impossible, c'est ce que nous allons voir, de tout maîtriser. Ian Malcolm le dit clairement, et cette fameuse phrase « Vos savants étaient si préoccupés par ce qu'ils pouvaient faire ou non, qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit », peut totalement s'appliquer à ce qui se passe dans l'histoire de Frankenstein, qui, complètement passionné par ses recherches, oublia ce qu'impliquait de créer la vie. Faut vraiment que je vous parle de Frankenstein un de ces jours, c'est un récit fondateur et essentiel de la science-fiction. Mais bon, à partir de cette base, cela permet bien sûr de développer plein de sous-thèmes, mais cela permet surtout à Crichton de développer un thème bien précis, la théorie du chaos, qui est l'épicentre de son roman, et également dans le film, même si c'est moins évident au premier abord, puisque j'ai envie de dire l'esbroufe visuelle cache un peu le fond du récit. Mais n'allons pas trop vite, et abordons les choses dans l'ordre. Tout d'abord, parlons de ce qui permet au récit d'exister, c'est-à-dire le clonage. Vous savez, le clonage, c'est recréer quelque chose de vivant à partir du même code ADN. C'est un thème déjà assez ancien en science-fiction. Finalement, assez tôt, des auteurs inspirés par les découvertes en génétique ont imaginé qu'on pouvait créer des doubles d'êtres vivants. Alors, en soi, le clonage existe dans la nature. Il y a encore des espèces qui se multiplient non par la sexualité, qui consiste à mélanger 2 ADN pour créer un nouvel être, mais en dupliquant simplement leur propre ADN. Et rappelons que des jumeaux, des vrais jumeaux bien sûr, sont des clones. À l'époque de Jurassic Park, beaucoup d'articles étaient parus pour dire « Ok, l'idée est sympa, mais 1. On n'est pas prêt de réussir un clonage, et 2. L'ADN des dinosaures, laissez tomber, il n'en reste plus rien. » Et ben vous savez quoi? Les choses ont pas mal évolué sur les 2 sujets. N'est-ce pas, Alexis? Tout à fait. Dans Jurassic Park, le clonage est présenté comme une prouesse scientifique qui repose sur l'extraction de l'ADN des dinosaures conservés dans des moustiques, eux-mêmes piégés dans l'ambre. Comme tu l'as dit, le clonage artificiel consiste tout simplement à créer une copie d'un organisme vivant. Et ça, en soi, c'est pas impossible. Un exemple emblématique, c'est la brebis Dolly, clonée en 1996. Néanmoins, les organismes clonés souffrent souvent de problèmes de santé liés à des anomalies génétiques ou au vieillissement prématuré de leurs cellules. Donc même si le clonage artificiel est une réalité, il est loin d'être aussi parfait actuellement et ne permet pas de ressusciter des espèces éteintes comme dans Jurassic Park. Mais, en revanche, un des trucs improbables et qui est pourtant bien vrai, c'est qu'on peut trouver du matériel organique provenant de dinosaures du Mésozoïque. Et oui, des études récentes sur des tissus mous et des traces de protéines découvertes dans des fossiles, comme chez Tyrannosaurus rex, montrent qu'il est possible de retrouver des éléments biologiques résiduels. Une étude menée par Sergio Bertazzo a mis en évidence une structure similaire à des fibres de collagène dans un fossile de griffes de théropodes âgé de 75 millions d'années. Ces structures, découvertes grâce à un microscope électronique, rappellent celles que l'on retrouve dans les ligaments et les tendons des animaux modernes. D'autres fossiles ont également révélé des traces de cellules sanguines avec une composition chimique proche de celle du sang des émeus. Et ces travaux s'inscrivent dans la lignée des recherches pionnières de Mary Schweitzer, qui avait identifié des cellules sanguines dans des os de Tyrannosaurus rex dans les années 2000. Mais la petite nouveauté ici, c'est que ces tissus ont été découverts dans des fossiles ordinaires et mal conservés, ce qui laisse à penser que de nombreux autres fossiles pourraient renfermer des traces similaires. Donc, vous imaginez bien que ces découvertes offrent des perspectives inédites sur
l'anatomie, la physiologie et l'évolution des dinosaures. Mais détendez-vous immédiatement parce que non, on ne peut pas utiliser ces tissus pour faire du clonage. Et oui, l'extraction d'ADN est tout simplement impossible parce que cette molécule est beaucoup trop fragile pour survivre aux 65 millions d'années qui nous séparent de l'extinction des dinosaures. Et puis même, au-delà de l'aspect technique, ressusciter des animaux disparus pose une question fondamentale. Comment faire vivre ces animaux dans un monde qui n'est plus adapté à eux? Et oui, parce qu'on a des difficultés actuellement à réintroduire des espèces comme par exemple le bison européen dans son propre environnement. On est actuellement dans une crise d'extinction massive qui est de 100 à 1000 fois plus rapide que l'extinction du Crétacé tertiaire. L'extinction qui a détruit tous les dinosaures, hein. Bon, à la limite, si on est un tout petit peu optimiste, on pourrait imaginer que ça sensibilise le public à l'environnement et ça permettrait peut-être la sauvegarde des forêts ou des habitats naturels en général pendant un certain temps. Eh bien oui, vous imaginez bien que si le public arrive à se désintéresser des animaux actuels, qui sont pourtant extraordinaires, hein, eh bien, à votre avis, combien de temps faudrait-il pour que les dinosaures, eux aussi, deviennent has-been? Tout cela est vraiment très intéressant, et montre bien comment, à partir d'une œuvre comme Jurassic Park, on extrapole rapidement sur nombre de sujets, comme par exemple le rapport aux hommes avec la nature. Tout cela constitue des sujets complexes que finalement nous ne faisons qu'effleurer. Mais j'espère que cela attisera votre curiosité pour creuser cela après de votre côté. D'ailleurs, je laisserai un maximum de liens dans la description en rapport avec tout cela. Mais revenons à Jurassic Park, dont bien sûr un des gros atouts, aussi bien dans le livre que dans le film, est sa remarquable représentation des dinosaures. Loin de vouloir faire un récit fantastique en mode « le réalisme sans balance », Michael Crichton fut très méticuleux et fit en sorte que tout ce qu'il pouvait dire sur les dinosaures, à quelques arrangements près pour servir le récit, soit scientifiquement accurate. Alors, est-ce que du coup les dinosaures sont vraiment bien représentés dans le film? Je vais de nouveau passer la main à Alexis, beaucoup plus expert que moi sur le sujet, nous dire ce qu'il en est. À l'époque de sa sortie, le film Jurassic Park a effectivement révolutionné la représentation des dinosaures à l'écran, en s'appuyant sur des connaissances paléontologiques les plus modernes. Alors attention, hein, modernes dans les années 90, hein. Car oui, certaines représentations sont aujourd'hui obsolètes. Par exemple, les vélociraptors, montrés dans le film comme des prédateurs impressionnants, sont en réalité bien plus petits et les recherches actuelles confirment qu'ils étaient probablement couverts de plumes. Bon, pour leur défense, la plupart des gens sont morts de trouille dès qu'ils se retrouvent face à une oie. Donc imaginez une oie de presque 1,50 m de long avec des dents et des griffes. Et tout ce travail de reconstitution, là, c'est réalisé par ce que l'on appelle des paléo-artistes. Les paléo-artistes se basent sur des études scientifiques, mais il peut arriver que les études soient incomplètes, et du coup les paléo-artistes sont contraints de faire des hypothèses. Un bon exemple, c'est Spinosaurus. Dans le film Jurassic Park 3, le spinosaure est représenté comme un théropode un peu classique. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un théropode, c'est un groupe de dinosaures majoritairement carnivores qui ressemble basiquement à un tyrannosaure. Je précise que là, c'est de la vulgarisation, hein, pour vous aider à vous repérer. C'est bien plus compliqué que ça, mais pour le moment, ça suffira. Du coup, Spinosaure est représenté comme un théropode classique et il a une posture très proche de T-Rex. Et surtout, il a un impendice caudal qui ressemble à n'importe quel théropode. Et pourtant, dans les années 2000, Spinosaure a été totalement transformé. Son impendice caudal ressemble à celui d'une salamandre et sa posture n'est plus du tout la même. Alors non, les paléoartistes ne sont pas totalement zinzin, c'est simplement que Spinosaurus était à la base un squelette très incomplet. Et les paléoartistes se sont inspirés d'autres membres de la famille des Spinosauridés, comme Baryonyx ou Suchomimus, voire d'autres théropodes. Vous savez, ceux qui ressemblent à des T-Rex. Et il se trouve qu'à l'époque, il n'y avait absolument aucune preuve fossile d'un impendice caudal qui avait cette forme chez d'autres théropodes. Donc, aucune raison de l'inventer. Mais depuis 2023, on a découvert des fossiles plus complets de spinosaures et on a surtout découvert à quel point il était beaucoup mieux adapté à la vie semi-aquatique qu'on ne le pensait. D'ailleurs, si vous avez l'œil, vous avez certainement remarqué le squelette de spinosaure dans le laboratoire du professeur Grant dans Jurassic World 3, qui a malheureusement commencé son tournage en 2020 et qui est donc arrivé trop tard pour faire la mise à jour, ce qui est bien dommage pour eux. Mais bon, on ne peut pas inventer ce qu'on ne connaît pas. Mais là, on vient de voir un cas classique chez les paléoartistes. On a comblé un manque de connaissances par des approximations logiques basées sur d'autres dinosaures. En revanche, le Dilophosaurus dans Jurassic Park, vous savez, celui avec une collerette qui crache du venin, est une interprétation artistique qui n'est étayée par aucune preuve scientifique. Alors,
En soi, c'est pas bien grave, mais vu que c'est basé sur rien du tout, eh ben, ça peut induire en erreur le public. Aujourd'hui, que ce soit avec les jouets ou les illustrations, on représente souvent Dilophosaure avec cette fameuse collerette. Alors que bon, la version réelle est déjà très stylée, il a quand même 2 crêtes sur la tête et il est beaucoup plus grand que dans Jurassic Park. Et c'est exactement le même souci qu'on a avec l'Oviraptor, que le grand public connaît comme étant le voleur d'œufs, le fameux dinosaure voleur d'œufs. Et ça vient d'une mauvaise interprétation d'un fossile. On a retrouvé Oviraptor allongé sur des œufs et on pensait à tort qu'il était en train de les voler. Et on a découvert plus tard que finalement, c'était les siens. Mais bon, Jurassic Park a quand même su marier science et spectacle et a éveillé l'intérêt du public pour les dinosaures. Et Jurassic Park a été le point de départ de la dinomania des années 90 qui a conduit à un véritable engouement pour ces animaux préhistoriques. Et finalement, si aujourd'hui il y a des gens comme moi qui adorent répéter en boucle que oh, ce dinosaure dans Jurassic Park n'est pas scientifiquement valide, ou oh non, mais dans Jurassic Park il y a des approximations, c'est pas exactement comme ça, eh bien c'est certainement parce que à l'époque j'ai été impressionné par ces animaux et que ça a créé une véritable passion qui nous a tous poussés ensuite à faire nos propres recherches. En résumé, ok, scientifiquement, ça casse pas des briques aujourd'hui, mais à l'époque, c'était absolument pas honteux et surtout, ça a ouvert la voie à une popularisation des dinosaures. Et oui, sans Jurassic Park, certainement qu'on n'aurait pas eu le chef-d'œuvre qui est Sur la Terre des dinosaures. Merci Steven Spielberg, merci. Merci Spielberg. Et comme tu le soulignes, la science évoluant continuellement, difficile d'être toujours juste 30 ans après. Et forcément, ça reste un récit de science-fiction. Il est évident que des choix ont été faits avant tout pour servir le récit, la mise en scène, etc. Mais tout de même, il y a un point où le récit était assez pertinent, c'est lorsqu'il évoque le lien de parenté entre dinosaures et oiseaux. Je sais que c'est un sujet sur lequel il y a encore beaucoup de confusion aujourd'hui. Et donc, qu'aurais-tu à nous dire sur cela, Alexis ? Alors, effectivement, un aspect crucial, souvent oublié dans les discussions sur les dinosaures, c'est leur lien avec les oiseaux modernes. Les découvertes paléontologiques de ces dernières décennies confirment que les oiseaux sont descendants directs de certains dinosaures théropodes et sont donc cousins proches du T-Rex ou du Vélociraptor. Alors, je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant de ça, mais chose qui est un petit peu moins connue, c'est que le lien entre dinosaures et oiseaux n'est pas aussi récent qu'on pourrait le penser. Et oui, on pourrait évoquer le cas d'Archéoptérix qui a été découvert en 1861, donc un petit peu moins de 20 ans après la création du mot dinosaure. Et quand on regarde un tout petit peu le fossile d'Archéoptérix, sans forcément s'y connaître ou faire d'analyse poussée, eh ben, on remarque quand même qu'il ressemble étrangement à un oiseau moderne. Et les scientifiques de l'époque n'étaient pas plus idiots que nous et avaient déjà fait le lien entre oiseaux et dinosaures. Mais c'est véritablement grâce à la recherche génétique que finalement, dans les années 2000, un consensus émerge parmi les scientifiques, les oiseaux sont bel et bien des dinosaures. Et là où il y a souvent une petite confusion, c'est que si tous les oiseaux sont bel et bien des dinosaures, en revanche, tous les dinosaures ne sont pas des oiseaux. Pour vous aider à visualiser, imaginez une grande famille. Dans cette famille, il y a vous, vos parents, et vous avez plein de cousins qui ont tous des enfants. Ensemble, vous formez la famille, par exemple la famille d'Acosta. Voilà, la famille d'Acosta, et ensemble, vous formez une famille de valeureux portugais. Voilà. Et soudainement, la famille d'Acosta décide de prendre l'avion pour partir en voyage. Tous, sauf votre cousin Tiago, qui a la flemme de vous voir et qui décide de rester chez lui. Du coup, votre cousin Tiago reste chez lui et tout le reste de la famille part dans un avion. Imaginez maintenant que l'avion se fait frapper par une météorite et vous mourrez avec toute votre famille. Mais pas Tiago. Eh ben non, Tiago qui lui a eu bien raison de rester chez lui et de pas venir. Et donc ce cher Tiago survit et a de nombreux enfants. Eh bien, les enfants de Tiago sont toujours des enfants appartenant à la famille d'Acosta. Mais ce ne sont pas les descendants de toute la famille. Et non, ce sont les descendants de Tiago, vu que tous les autres sont malheureusement décédés et n'ont pas de descendance. Eh bien, pour les oiseaux, c'est pareil. Ils ont un ancêtre commun avec le T-Rex ou le Vélociraptor et sont donc cousins. Mais le T-Rex et le Vélociraptor sont des espèces éteintes qui n'ont pas de descendance. Maintenant, si on reprend mon exemple de la famille d'Acosta qui est partie en avion, vous vous rendez compte que ce serait idiot de dire les enfants de Tiago sont des évolutions des autres membres de la famille d'Acosta. Eh bien pour les oiseaux c'est pareil, ce ne sont pas des dinosaures évolués, ce sont des dinosaures à part entière. Et c'est pour cette raison qu'il y a parfois des idées qui peuvent paraître intéressantes pour le grand public et qui pourtant n'ont pas trop de sens, comme par exemple le Chickenosaurus.
L'expérience du Chickenosaurus est un projet scientifique visant à recréer certains traits ancestraux des dinosaures chez les oiseaux modernes, en particulier chez les poulets. L'idée est donc de réactiver certains gènes éteints ou modifier des traits génétiques pour redonner à un poulet des caractéristiques semblables à celles de ses ancêtres dinosaures, comme un long appendice caudal, des dents ou des griffes. Alors, pour être tout à fait honnête intellectuellement, cette expérience ne vise pas vraiment à ressusciter un dinosaure, mais à mieux comprendre l'évolution génétique et le lien entre les oiseaux modernes et les dinosaures. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que Jack Horner, un célèbre paléontologue et surtout le conseiller de Steven Spielberg sur Jurassic Park, travaille actuellement sur ce projet. Mais du coup, oui, les dinosaures n'ont pas totalement disparu et continuent de vivre à travers les oiseaux que nous voyons aujourd'hui. Et c'est étrange de se rendre compte que le grand public tend à percevoir les dinosaures comme des créatures archaïques et séparées du monde moderne, malgré le fait que Jurassic Park a déjà parlé du lien entre oiseaux et dinosaures. D'ailleurs, le film se conclut sur un vol d'oiseaux et Jurassic World ouvre directement sur un dinosaure théropode moderne. Vous savez, les théropodes, ceux qui ressemblent à des T-Rex. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve cela vraiment passionnant. Et avec ton histoire de Chickenosaurus, cela ramène finalement au thème des manipulations génétiques qui existent bien dans la science réelle, même si heureusement, des questions d'éthique nous empêchent d'en arriver à ce qui se passe dans des œuvres de fiction. Comme quoi, Jurassic Park est vraiment un bon exemple pour faire le lien entre science et fiction. Mais sinon, parmi les autres détails paléontologiques ayant pu amener beaucoup de commentaires, il y a cette fameuse vision basée sur le mouvement. Alors, plausible? Complètement pété? Je te laisse nous expliquer cela. Dans le film, le T-Rex est décrit comme ayant une vision basée sur le mouvement. Une hypothèse qui, même à l'époque, reposait sur pas grand-chose. C'était un élément qui existait déjà dans les livres de base et qu'ils ont tout simplement gardé. Sans doute parce que c'était intéressant scénaristiquement de faire venir le T-Rex au plus près des personnages pour faire monter la tension dramatique tout en laissant une possibilité aux personnages de s'en sortir. Parce que oui, dans le monde réel, il y a peu de chances que le T-Rex loupe une proie qui est littéralement sous ses yeux et surtout sous ses narines. Et les recherches récentes en neuropaléontologie montrent qu'au contraire, le T-Rex avait une vue exceptionnelle. Cela dit, introduire des failles chez les dinosaures pour renforcer le suspense, c'est une idée qui est intéressante. Par exemple, la série Chaos Theory explore un concept similaire avec un baryonyx aveugle, et cette idée a vraiment permis des moments mémorables. Mais si vous voulez mon avis, le gros problème de cette idée, c'est que c'est Grant, le paléontologue expérimenté, qui en parle, alors qu'à l'époque, il n'y a absolument rien qui justifie qu'il puisse connaître l'acuité visuelle de tyrannosaures. Mais du coup, vu qu'il est paléontologue, c'est une sorte d'argument d'autorité en matière de dinosaures, et donc le fait de dire n'importe quoi dessert un peu le propos. Pour vous donner un exemple, c'est un petit peu comme dans les films d'aventure, un peu à la Benjamin Gates, où le héros est fan d'histoire, il est présenté comme quelqu'un d'hyper cultivé, et pourtant il connaît des choses sur des civilisations passées qui ne collent à aucune donnée archéologique. Donc non seulement il invente des choses qui n'existent pas, mais ça à la limite c'est pas grave, mais en plus il invente des choses qui ne collent pas avec le reste des connaissances. Et il en parle comme si c'était un petit peu une évidence. Et donc quand on est spectateur et qu'on aime l'archéologie, ça donne plus l'impression qu'on est face à un complotiste qui a fait ses propres recherches, vous savez, sur des blogs obscurs d'internet, plutôt qu'à un archéologue sérieux. À mon humble avis, il aurait été plus prudent d'expliquer la vision du tyrannosaure par une anomalie génétique ou un problème de santé, exactement comme l'a fait Chaos Theory. Ce qui aurait d'ailleurs renforcé l'idée que le parc recrée des animaux imparfaits, des expériences qui tournent mal, plutôt que d'impliquer une erreur scientifique qui est validée par une figure d'autorité. Et d'ailleurs, c'est même étrange parce que ce que je suis en train de dire là, c'est exactement ce qui se passe avec d'autres aspects spéculatifs du film, comme par exemple la vitesse de course du T-Rex. Et oui, dans Jurassic Park, ce n'est pas Grant qui donne son avis d'expert en paléontologie, mais c'est le personnage de John Hammond qui annonce à Grant la vitesse du tyrannosaure. Et Grant se contente de poser des questions. Et pour le coup, c'est certainement beaucoup plus proche de ce qui se passait en réalité. En paléontologie, le but principal, c'est recueillir des données, pas d'être un expert comportementaliste ou d'affirmer des spéculations. Alors oui, certes, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a bel et bien des choses qu'on peut totalement évaluer ou déterminer avec le squelette, comme par exemple le régime alimentaire, mais il y a plus de chances qu'un paléontologue apprenne des choses en voyant l'animal vivant plutôt que l'inverse. Que l'animal vivant apprenne des choses sur un paléontologue mort? Ce que tu soulignes est très intéressant. En soi, pourquoi pas, si cela servait l'histoire de mettre un handicap au T-Rex, mais cela aurait effectivement été encore plus pertinent à amener autrement. Pour moi, ça me rappelle souvent les « cherche pas, c'est comme ça »,
qui est une astuce souvent utilisée en science-fiction, même par les meilleurs auteurs, avouons-le. Bon, disons que forcément, tout ce qui tourne autour de la paléontologie n'est pas parfait, mais reconnaissons quand même une volonté d'être plutôt dans les clous. Ce qui est loin d'être le cas de la majorité des récits faisant intervenir des dinosaures ou autres créatures du passé. Alors justement, concernant ces dinosaures, si nous sommes loin bien sûr d'avoir été exhaustifs, on a dit l'essentiel les concernant pour étayer le propos de cette vidéo. En se voulant scientifiquement rigoureux, bien que forcément imparfait, Michael Crichton et donc le film, qui décida d'être fidèle de ce point de vue, nous plonge dans une atmosphère assez réaliste. On notera d'ailleurs que les choix esthétiques de Spielberg vont dans ce sens, ayant choisi une photographie assez naturelle, pourrait-on dire, sans fioriture, pour justement éviter de nous ancrer dans un récit irréel. Tout cela bien sûr évoluant au fur et à mesure de l'histoire, alors que le chaos finit par s'installer. Et justement, en parlant de chaos, il est temps de s'attarder sur la théorie du chaos, car c'est bien le thème central de Jurassic Park. Alors, la théorie du chaos, on peut reprendre comme exemple la scène où Ian la résume à Ellie. Donc, on ne peut pas prédire le chemin que va prendre la goutte d'eau sur sa main, car la structure de sa main est un système trop complexe pour pouvoir tout prendre en compte. Je vais quand même développer le concept pour être certain que tout le monde comprenne, car c'est important pour la suite. Alors, en simplifiant autant que possible, la théorie du chaos s'intéresse à l'imprédictible. Dans la grande majorité des cas, en science, à partir des données que l'on a, des lois que l'on connaît, on peut prédire ce qui va se passer. Par exemple, on prédit très bien les trajectoires des planètes à partir des lois de la physique. Mais dans d'autres cas, il est impossible de prédire des événements. Soit pour des raisons de complexité, on accumule trop de variables qui s'influencent les unes les autres et ça devient impossible de prédire un comportement, ou parce que dès le départ, nous sommes face à quelque chose qui ne peut être prédit parce que la nature des éléments produit trop d'aléatoires pour prétendre déterminer ce que cela va donner au final. Ce que dit donc cette théorie, et Malcolm l'applique au parc, c'est que c'est une illusion de penser que l'on peut tout prévoir, en opposition donc à la mégalomanie de John Hammond, qui lui pense qu'il suffit d'avoir mis assez d'argent pour avoir le contrôle sur tout. Reporté au récit, cette théorie se révèle vraiment importante car celui-ci est architecturé autour de ce concept. En effet, Jurassic Park se sert de cette histoire de dinosaures pour raconter quelque chose qui va vraiment au-delà. Et on pourrait facilement reprendre le schéma de ce récit avec autre chose, par exemple avec une histoire d'un parc d'attractions avec des robots. Mais attendez, ça me dit quelque chose ? Oui, j'imagine que depuis le début de la vidéo, certains doivent attendre que je cite cet autre film de Michael Crichton, Moon West, où des robots dans un parc d'attractions vont se mettre à tuer les visiteurs. Et déjà, il y a cette notion de technologie hors de contrôle, finalement pour des raisons rappelant la théorie du chaos. Et tout cela est donc très proche des thématiques de Jurassic Park. Il n'est pas étonnant de voir un auteur avoir des récits reprenant les mêmes thèmes. Il est clair que Moon West est le prototype de Jurassic Park. Mais l'aboutissement est bien Jurassic Park. Le récit est plus mûr, plus complexe et plus maîtrisé. Ainsi, dans Jurassic Park, la question n'est pas seulement la question d'une certaine éthique, qui est bien présente. Elle est tout simplement la question de la réelle possibilité de contrôle face à quelque chose d'aussi complexe que la vie elle-même. Le récit ne dit pas seulement « vous auriez dû réfléchir avant de créer des dinosaures », vous auriez en vérité dû prendre conscience que c'était voué à l'échec, car vous alliez jouer avec des paramètres avec lesquels vous ne pouviez tout simplement pas avoir le contrôle. En tous les cas, pas celui espéré. Et par cet exemple, ce parc à dinosaures, Michael Crichton bien sûr extrapole sur beaucoup plus. À travers ce récit, la théorie du chaos est donc non seulement mise en scène à travers le thème principal, ce parc à dinosaures, mais aussi à travers nombre de sous-thèmes. Ainsi, si croire qu'on peut contrôler les dinosaures se révèle faux, croire qu'il suffit d'avoir de l'argent pour avoir le contrôle de la réussite du projet se révèle faux aussi, tout autant que croire que la maîtrise d'un outil technologique comme l'informatique donnera le contrôle également, sans oublier que s'il y a bien quelque chose qui se révèle imprévisible, c'est bien le comportement humain. Et c'est bien cela la richesse du récit, c'est que son message peut s'appliquer à quantité de thèmes, au social, à l'écologie, à l'économique, à l'informatique, etc., etc. Et finalement, pour ainsi dire, à tout ce qui constitue notre monde. Comme dans beaucoup de récits de science-fiction, cela sert bien sûr de mise en garde, mais cela va bien au-delà, car ça peut sembler fataliste, mais je dirais plutôt que c'est réaliste car la vie, notre monde, notre réalité devrais-je dire, par sa complexité, sa nature propre, n'est forcément pas contrôlable et il faut aussi savoir l'accepter, car quel que soit ce qu'il va arriver, la vie trouve toujours un chemin. Si finalement le film n'a pas porté le message avec la même force que le roman, il n'aura pas été sans impact sur le monde des sciences et particulièrement de la paléontologie. Mais de nouveau, surtout que j'ai un peu trop parlé et je dois commencer à être barbant, je vais passer la main à Alexis pour parler de cela. Alors oui, après la sortie de Jurassic Park, l'intérêt général pour les fossiles et les dinosaures a explosé, avec une augmentation notable des inscriptions dans les programmes universitaires liés à la paléontologie. Cependant, le film a aussi propagé des stéréotypes tenaces, comme l'idée que les dinosaures étaient des gros monstres brutaux. Dans la réalité, les animaux sont beaucoup plus nuancés et ce ne sont pas des machines à tuer. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'un tyrannosaure ne pourrait pas dévorer un humain, non, bien sûr, mais c'est un petit peu comme un lion, si vous voulez. Il y a d'autres aspects dans la vie d'un prédateur que simplement tuer des gens. Il y a faire la sieste, boire, se reposer, s'accoupler, parader, il y a beaucoup d'autres choses. Et c'est notamment pour cette raison que j'aime beaucoup certains passages de Jurassic World, comme le moment où le Dr Wu rappelle au directeur de Jurassic World qu'on ne lui a pas demandé de fabriquer des dinosaures réalistes, mais on lui a demandé de faire des dinosaures plus gros, plus flippants, plus cool. Et dans la même idée, j'ai beaucoup apprécié l'effort de Concrétacé et Chaos Theory justement pour montrer des animaux herbivores beaucoup plus agressifs et des carnivores un peu plus tranquilles, ce qui encore une fois est plus proche de la réalité.
Mais tout ça, c'est un problème qui existe dans absolument tous les domaines scientifiques. Toute œuvre de fiction qui se vole un peu proche de la réalité finissent forcément par se heurter à celle-ci lorsqu'il faut faire des choix artistiques. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il est important de mettre à disposition ou mettre en avant les méthodes de reconstitution pour expliquer au public comment on a fait les choix artistiques dans le film et sur quoi le réalisateur se base pour reconstituer les dinosaures. Et tout ça, ça peut se faire via des making-of ou encore d'autres films pour permettre justement d'avoir une trace de la méthode et ça permettra de discriminer plus facilement ce qui est vrai de ce qui est faux. Et ça fera comprendre au public que c'est Jurassic Park qui s'inspire de la paléontologie et non pas la paléontologie qui s'inspire de Jurassic Park. C'est tout à fait juste et il est bien de faire ce rappel. Aujourd'hui, nous sommes presque 32 ans après la sortie du film et nous avons donc eu toute une génération pour voir l'influence de Jurassic Park sur la paléontologie. Mais pas que. Le film regorge de concepts scientifiques, comme la théorie du chaos ou la théorie de l'évolution, qu'il a donc largement diffusé. Alors comme tu le dis, des stéréotypes sur les dinosaures et la paléontologie ont aussi été diffusés. Mais l'empreinte du film sur la culture occidentale se révèle assez impressionnante. Alors bien sûr, on ne peut pas analyser cela en détail, c'est trop complexe, et on sortirait du cadre de ma chaîne. Mais ça me semble la moindre des choses de le souligner. Bon, comme vous avez pu le constater, Jurassic Park, au final, est un film abordant nombre de thèmes assez complexes. Et j'admets qu'on pourrait peut-être lui faire comme reproche de mettre un peu cette complexité de côté. Elle est là, mais on fait en sorte qu'elle ne gêne pas le déroulement de l'intrigue. Il n'empêche que si tout ce qui tourne autour de la théorie du chaos n'aura pas été ce qui aura le plus impacté les spectateurs, il n'en restera pas moins que le film marqua une étape dans la diffusion de concepts scientifiques à travers un blockbuster. Ce qui fait que beaucoup de personnes baignèrent dans ces idées, que le film, d'une certaine manière, mit à la mode. On peut le voir entre autres par la multitude de documentaires sur les dinosaures qui furent réalisés par la suite. Et ce serait vraiment être de mauvaise foi de ne pas lui reconnaître ce mérite. Mais ne nous y trompons pas, le fond du récit, paradoxalement, ce ne sont pas les dinosaures. C'est bel et bien la théorie du chaos. Et si le roman et le film auront une conclusion différente, le film exposant une fin ouverte où il semble clair que l'on a perdu le contrôle, et qu'ainsi nous ne sommes qu'au début du chaos ainsi engendré, le film est plus optimiste. La vision d'Alan Grant sur les albatros, qui sont des dinosaures, volant au-dessus de l'océan, rappelle que, effectivement, la vie trouve toujours son chemin, et qu'il faut l'accepter, même si, avec cette fin également ouverte, on peut se permettre d'autres interprétations tant rien n'est dit sur le devenir de l'île. Alors, finale édulcorée et volontairement soft pour être dans les standards grand public d'Hollywood, possible. Il n'en reste pas moins que, avec forcément certaines maladresses, Jurassic Park, beaucoup plus que ses suites, qui resteront avant tout du divertissement plus ou moins maîtrisé, a porté au sommet du box-office une histoire remplie de concepts complexes qui auront passionné des millions d'enfants à travers le monde, qui n'auront alors eu de cesse de vouloir en apprendre plus sur le passé de la Terre et les dinosaures, participant peut-être à l'une des plus grandes diffusions de concepts scientifiques jamais faites auparavant. Et cette capacité qu'ont certaines histoires d'à la fois nous faire vivre une grande aventure, mais qui après coup nous amène à être investis de sujets passionnants, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que j'aime dans la science-fiction. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie bien sûr grandement Alexis d'avoir bien voulu y participer. Merci beaucoup pour ton invitation, ça fait un bien fou de parler de cinéma, parce que habituellement je parle de paléontologie et de croyances populaires, et d'ailleurs si vous avez envie de savoir comment les dinosaures ont construit les pyramides ou comment la CIA nous cache un laboratoire péruvien rempli de dinosaures, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne, et n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo. C'était Alexis Dacosta, merci encore pour l'invitation, et à très bientôt. C'est moi qui te remercie, tu as fourni à cette vidéo énormément d'éléments très intéressants sur les dinosaures. Je suis vraiment heureux d'avoir pu faire cette collaboration. Et j'espère que cela plaira beaucoup car j'aimerais vraiment faire ce type de collaboration sur d'autres œuvres de science-fiction où ça se révélerait pertinent. Et concernant Alexis, surtout allez voir sa chaîne, c'est très intéressant. Et bien sûr, que ce soit pour cette vidéo ou une autre vidéo que vous apprécierez sur ma chaîne ou sur celle d'Alexis, likez, commentez, partagez, car c'est ce qui nous permet d'être mieux recommandés par YouTube et tout cela participe à la vie des chaînes que vous appréciez. Et bien sûr, un grand merci aux abonnés fidèles et bienvenue aux nouveaux. Bye bye.